La Suisse, avec ses splendides paysages alpins, ses succulents chocolats au lait et ses fromages délicieux. Mais ce pays qui s'enorgueillit pourtant de la précision de ses horlogers, ne tourne pas vraiment à l'heure du monde, ni mémé à celui de l'Europe. La Suisse est en effet un pays à part, dont les fondements même reposent sur une neutralité politique et militaire à toute épreuve. C'est d'ailleurs la raison qui fait que la Confédération suisse n'a pas été en guerre depuis plus de 200 ans. Mais il y a bien forcément d'autres raisons, beaucoup plus profondes et effroyables, qui font qu'aucun pays au monde ne souhaiterait déclarer la guerre à la Suisse. Si la curiosité vous pique les yeux et que vous voulez vraiment connaître ces raisons, je vous invite donc à regarder cette vidéo choc jusqu'à la fin, et vous découvrirez alors ce que vaut vraiment la Suisse. Pour comprendre la neutralité de la Suisse, il faudrait déjà que l'on puisse remonter à son histoire, car cette affaire-là, vous savez, ne date pas vraiment d'hier. Nous sommes donc au début du VIe siècle, et la Confédération suisse, formée par l'alliance de plusieurs cantons, avait une politique étrangère pour le moins expansionniste. La Confédération menait en effet incessantes expéditions militaires dans le but de s'approprier toujours plus de territoires dans les contreforts sud des Alpes. De nombreuses batailles avaient eu lieu, et certaines étaient plus décisives que d'autres. Mais la bataille ultime qui allait sceller définitivement le destin et la politique de la Suisse se déroula en l'an de grâce 1515. À cette époque, les Suisses avaient remporté plusieurs grandes victoires militaires et avaient même placé le duché de Milan sous protectorat de la Confédération. Les soldats suisses jouissaient même d'une réputation de quasi-invincibilité, comme en témoignait si bien la bataille de Giornico, où une petite poignée de quelques 600 Suisses réussit à vaincre une armée de métier de 10 000 hommes. Mais lors de la bataille de Marignano, qui eut lieu les 13 et 14 septembre de cette même année, la Suisse allait goûter pour la première fois à l'amère saveur de la défaite. Engagés contre les forces du roi français François Ier et de ses alliés vénitiens, les Suisses durent battre en retraite après avoir perdu plus de 10 000 hommes. Cette bataille sanglante restera alors gravée dans les mémoires, et depuis cette date, la Suisse n'est plus jamais entrée en guerre contre une autre nation étrangère. La défaite de Marignano fut donc la toute première étape de la neutralité de cet État, une neutralité que d'autres événements historiques allèrent venir consolider au fil du temps. Ainsi, avec les traités de Westphalie, signés le 24 octobre 1648, le Saint-Empire romain germanique et les autres puissances européennes, dont la France, reconnaissent finalement l'indépendance de la Confédération suisse et acceptent sa politique de neutralité. Les Suisses pensaient alors être à jamais à l'abri de la guerre, car ils croyaient que les accords avec les grandes puissances européennes étaient inviolables. Mais ils se trompaient lourdement, car certains événements d'une ampleur historique allaient venir chambouler leur quotidien et remettre leur neutralité, voire leur identité même en question. En 1789, la France est secouée par la Révolution, et les remous de ce chaos atteignent les pays voisins aussi rapidement qu'une traînée de poudre. Dès l'année 1798, l'armée de la Nouvelle République française envahit la Suisse, pays jugé hostile envers la Révolution. Il faut dire en effet que les citoyens suisses n'avaient pas vraiment digéré le fait que plusieurs centaines de gardes suisses aient été massacrés par les révolutionnaires lors de la prise des Tuileries. Les forces françaises débarquèrent donc en Suisse et la transformèrent en petit État satellite qui fut nommé République helvétique et qui était totalement soumise aux directives de Paris. Devenue un État fantoche, dont la politique intérieure comme extérieure était dictée par la France, la Suisse n'avait plus aucun droit de neutralité, et ses soldats allèrent devoir participer bon gré mal gré aux guerres napoléoniennes. Enrôlés comme mercenaires dans les armées françaises, ces soldats d'élite ont combattu avec bravoure et détermination durant presque toutes les campagnes militaires de Napoléon Bonaparte, y compris celles extrêmement éprouvantes de Russie. Il faudra justement attendre la chute de l'empereur des Français, et avec lui le système bonapartiste tout entier, pour qu'enfin la Suisse puisse réintégrer son indépendance et sa neutralité. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. En 1815, lors du congrès de Vienne, les puissances européennes victorieuses de Napoléon estimèrent qu'il était dans leur intérêt commun que la Suisse demeure un territoire neutre. Le 20 novembre de la même année, ces mêmes puissances établirent donc le traité de Paris, qui entérinait la neutralité de la Suisse et garantissent l'inviolabilité de son territoire. La Suisse était donc enfin libre et totalement neutre, et bien évidemment, elle comptait bien le rester. Mais les corps de guerre allaient encore résonner en Europe, et le son des bottes martelant le sol se faisait de plus en plus audible, même au plus profond des montagnes suisses. Ces tensions européennes allaient finalement déboucher sur la Première Guerre mondiale, un conflit terrible et complètement inédit, où des millions d'hommes allaient s'entretuer par le fer et le feu. Au milieu de ce champ de bataille immense qu'était devenu l'Europe, la Suisse occupait une position centrale,
puisqu'elle partageait ses frontières terrestres avec 4 des belligérants de ce conflit. La Suisse est ainsi accolée à 2 nations des puissances centrales, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, et 2 pays des puissances alliées, la France et l'Italie. Mais même si la Suisse réussit à préserver sa neutralité durant cette guerre, la population civile était fortement mitigée. La majorité germanophone était penchée tout naturellement du côté de l'Allemagne, tandis que les populations francophones et italophones se rangeaient du côté des forces alliées. Cela ne manqua pas de susciter de graves tensions internes dans le pays, mais le gouvernement ne céda point et la Suisse demeura neutre durant toute la durée du conflit. Bien que critiquée par beaucoup, cette neutralité lui aura néanmoins permis d'échapper à la guerre et à la destruction qui avait été le lot des pays belligérants. La Suisse était demeurée complètement intacte et son infrastructure ne souffrait d'aucun dégât. Plus encore, le pays avait grandement profité financièrement de la guerre, car comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. En raison de sa neutralité, la Suisse a ainsi pu commercer avec les différents belligérants de ce conflit sans risque d'embargo ou de pénurie. Le secteur bancaire s'était grandement développé, faisant du pays une place financière de premier ordre et attirant les investissements et les capitaux étrangers. À vrai dire, la neutralité suisse représentait en vérité un avantage certain pour les 2 belligérants, puisqu'elle représentait une zone tampon qui les séparait géographiquement et qui était pratiquement inviolable en raison de sa nature montagneuse. De plus, la Suisse avait la charge d'accueillir les prisonniers de guerre des 2 factions qu'elle devait héberger, nourrir et soigner jusqu'à la fin totale et définitive du conflit. Sous l'égide de la Croix-Rouge, des dizaines de milliers de prisonniers français, belges, allemands et autrichiens étaient ainsi maintenus en détention en Suisse, où ils devaient rester internés jusqu'à la fin de la guerre. Bien évidemment, la Suisse facturait aux pays suscités les frais relatifs à ces camps de prisonniers que ces derniers avaient l'obligation de lui payer immédiatement et en espèces sonnantes et trébuchantes. Tout le monde avait donc à gagner à ce que la Suisse conserve sa politique et son droit de neutralité, et il en fut donc ainsi, malgré les tensions aussi bien nationales que celles internationales et la guerre mondiale qui se déroulait tout près de ses frontières. Mais nul ne tira un aussi grand avantage de cette neutralité que la Confédération suisse elle-même, puisqu'elle s'enrichit considérablement durant ce conflit, engrangeant des profits carrément faramineux. Et si le pays était resté neutre durant la Première Guerre mondiale, il le restera également lors de la Deuxième, même si ce conflit se révélera beaucoup plus global et meurtrier. Et même si entre-temps, la Suisse avait fini par adhérer à la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, et sa neutralité était de ce fait compromise, ou du moins sérieusement remise en question. Mais en temps de paix, les mesures n'étaient certes pas aussi contraignantes, et la Suisse s'accommoda fort bien de cette adhésion puisqu'elle ne l'impactait guère sur le moment. Cependant, la montée du nazisme en Allemagne et son réarmement à outrance n'annonçaient rien de bon, et les Suisses surent alors que les échos de la guerre n'étaient plus très loin. Sous l'impulsion du Führer Adolf Hitler, l'Allemagne envahit la Pologne et déclencha ainsi le début de la Deuxième Guerre mondiale. La Confédération suisse fut donc à nouveau au centre des pays belligérants, partageant ses frontières terrestres avec les forces de l'Axe, comme celles des Alliés. Sachant que non seulement sa neutralité était compromise, mais aussi sa propre survie en tant que nation libre et souveraine, la Suisse décida de prendre les devants en anticipant un peu les événements. Ainsi, dès 1938, soit un an avant le début du conflit, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Giuseppe Motta, retira son pays de la Société des Nations, retrouvant ainsi officiellement sa neutralité aux yeux du monde. Cela permettait à la Suisse de s'affranchir de toutes les mesures qui pourraient être votées contre les pays de l'Axe, l'Allemagne et l'Italie. Et c'était aussi un signe clair destiné à toutes les puissances en jeu que la Suisse ne participerait pas au combat et que son territoire national demeurerait totalement fermé aux militaires. Mais bien sûr, les Suisses ne comptaient pas seulement sur la neutralité ou la diplomatie pour échapper à la guerre, dont ils devinaient déjà toute l'horreur et la destruction qu'elle allait apporter en Europe. La Confédération suisse cachait en effet une autre carte dans sa manche, une armée de métiers surentraînés et surarmés, constituée de soldats d'élite qui ne reculent jamais devant le danger. Ces dignes successeurs des vaillants mercenaires suisses pouvaient se mobiliser en un temps record et foncer comme l'éclair vers les positions ennemies, détruisant tout sur leur passage. Ainsi, en septembre 1939, date du déclenchement du conflit, la Suisse possédait une armée de 430 000 combattants chevronnés ainsi que 210 000 membres des services de soutien. Mais au fur et à mesure que la guerre gagnait en intensité et s'installait dans la durée, l'armée suisse ne cessa de se renforcer en mobilisant toujours plus de soldats, jusqu'à atteindre le chiffre de 850 000 combattants. Ce qui est tout bonnement énorme, lorsqu'on sait que la population suisse n'excédait pas les 4 millions d'habitants à l'époque, ce qui fait que pratiquement un citoyen suisse sur 4 était mobilisé. On pourrait croire que sur le coup,
Les Suisses ont un peu exagéré avec une telle mobilisation générale, puisque leur pays n'était pas vraiment ciblé par l'un ou l'autre des belligérants. Mais en réalité, ils avaient bien raison de se préparer à la guerre, car l'Allemagne nazie prévoyait bel et bien d'envahir la Suisse. Adolf Hitler avait maintes et maintes fois assuré qu'il garantirait la neutralité de la Suisse en cas de conflit en Europe. Mais ce n'était que des mensonges. Le chancelier allemand prévoyait déjà de conquérir la Suisse, une fois qu'il aurait vaincu ses ennemis sur le continent. L'opération Tannenbaum était donc un plan d'invasion de la Suisse et du Liechtenstein par la Wehrmacht, qui visait à l'occupation de ces deux pays et leur intégration dans le Grand Reich allemand. Le Führer dut néanmoins renoncer à ce plan, car l'invasion du territoire suisse ne constituerait pas un gain stratégique notable, et une guerre alpine serait extrêmement longue et coûteuse. En gros, Adolf Hitler savait que la Suisse était une forteresse quasi imprenable en raison de sa géographie montagneuse, et il ne voulait surtout pas se casser les dents sur elle. Car le Führer connaissait bien l'existence de la redoute nationale suisse, une série de fortifications alpines qui avait la réputation d'être infranchissables. Les Suisses avaient déjà commencé à construire cette structure défensive à partir des années 1880, dans le but de répondre le plus efficacement possible à une invasion étrangère. Ces fortifications comprenaient des forts stratégiquement placés sur les Alpes, qui étaient munis de lourds et redoutables canons d'artillerie, et qui pouvaient décimer toute une armée qui aurait le malheur de s'y aventurer. De plus, le plan majeur de la redoute nationale était qu'une fois la Suisse envahie, toute la population, mais aussi le gouvernement et l'armée, iraient se réfugier dans les Alpes, derrière cette ligne infranchissable. De là, ils pourraient facilement contrôler les liaisons ferroviaires et les cols cruciaux, ce qui empêcherait tout mouvement ennemi plus en avant. Hitler, qui ne voulait certainement pas perdre ses jolis panzers dans les Alpes suisses, décida donc une bonne fois pour toutes de reléguer son plan d'invasion de la Confédération suisse aux oubliettes. La Suisse ne fut donc jamais envahie par les Allemands, même si l'armée allemande effectua plusieurs violations aériennes de son territoire tout au long de ce conflit. Il y eut également quelques petites escarmouches ici et là, le long de la frontière nord du pays, ainsi que plusieurs tentatives de sabotage de la part des Allemands, visant notamment les aérodromes militaires suisses. Mais dans l'ensemble, la Suisse ne fut pas inquiétée outre mesure d'une probable occupation allemande, tandis qu'au-delà des Alpes, les nations européennes tombaient l'une après l'autre sous le joug des nazis. Ainsi, et du fait de sa neutralité, non seulement la Suisse échappa au sort funeste que connurent d'autres pays comme la France, la Pologne ou la Belgique, mais elle put aussi s'enrichir grâce au commerce. Les 2/3 de son commerce extérieur sont en effet accaparés par l'Italie et l'Allemagne, alors qu'un dixième seulement de ces échanges sont réalisés avec les Alliés. La Suisse exporte ainsi des armes et des munitions aux pays de l'Axe, mais également des pièces de rechange pour des avions ou des roulements à billes nécessaires à l'industrie de l'armement. Et ce n'est pas tout, car dès le début de la guerre, le franc suisse était devenu la seule monnaie stable, non belligérante et librement convertible dans le monde. L'Allemagne avait alors acquérir des francs suisses moyennant des lingots d'or, des tonnes et des tonnes de lingots d'or. Tellement d'or en fait que qu'à pourrait vous en donner le tournis, et tout cet or massif et brillant reposait maintenant dans des banques suisses. Cet or nazi ne sera pourtant pas le seul trésor de guerre qui se retrouvera en Suisse, car le pays accueillit également celui des réfugiés et des juifs allemands qui étaient persécutés. Dès 1934 en effet, le pays avait voté la loi suisse sur les banques qui autorisait les gens à ouvrir des comptes bancaires numérotés et surtout totalement anonymes. Cela permettait à ceux qui fuyaient les persécutions nazies de pouvoir mettre leur argent et leurs biens les plus précieux à l'abri d'une saisie. La Suisse était donc devenue le véritable coffre-fort de l'Europe, et bientôt celui du monde entier. Nul pays au monde, hormis peut-être les États-Unis, n'a donc su tirer de si grands avantages de la Deuxième Guerre mondiale que la Confédération suisse. Ce qui ne manqua pas de susciter de sérieuses controverses et polémiques à la fin du conflit, et bien plus tard encore. La Suisse fut en effet longtemps critiquée pour sa complaisance envers les puissances de l'Axe, une situation qui contrastait de manière flagrante avec sa politique de neutralité. On lui reprochait également d'avoir été une plaque tournante de toutes sortes de trafics, notamment celui de l'art pillé par les nazis aux populations juives. En fait, on en voulait à la Suisse de s'être tout bonnement enrichie grâce à la guerre, alors même que l'Europe tombait en ruine et que la plupart des pays étaient complètement sur la paille. Mais malgré toutes les accusations qu'on pouvait lui porter et toutes les critiques dont on pouvait l'affubler, il n'en demeure pas moins que la Suisse a su admirablement tirer son épingle du jeu lors de ce conflit mondial. Mais il faut dire que si aucune puissance étrangère n'a jamais pu envahir ce tout petit pays alpin, pas même les légions hitlériennes, ce n'est pas seulement grâce à sa neutralité. La Suisse dispose en effet de quelques particularités qui font d'elle une forteresse imprenable, et qui décourageraient toutes les armées du monde, fussent-elles aguerries et armées jusqu'aux dents. Déjà, la présentation topographique et géographique des lieux favorise grandement la Suisse contre toute tentative d'invasion par voie terrestre.
Comment diable pouvez-vous faire avancer des divisions blindées au beau milieu des Alpes suisses et leurs monts enneigés? Et même dans le CA où vous pouvez réussir cette mission impossible, il vous faudra encore affronter la fameuse et fort redoutable redoute nationale suisse, une ligne entièrement hermétique et pratiquement infranchissable. Le réduit suisse est en effet une ligne défensive basée sur une tactique du hérisson, comprenant pas moins de 68 ouvrages d'artillerie, 10 batteries de casemates non armées, 1410 ouvrages et positions d'artillerie, 1545 positions d'infanterie et d'artillerie non armée, auxquels il faudra ajouter quelques 995 abris, postes d'observation et postes de commandement, 3263 barrages anti-chars et un peu plus de 1500 km de fils de fer barbelés. À ces chiffres, il faudrait ajouter un armement comprenant 140 pièces, ainsi qu'une myriade de lance-mines et de canons anti-chars pour l'infanterie, qui disposait déjà d'un arsenal de près de 3000 mitrailleuses lourdes et 1800 mitrailleuses légères. Ce réduit était en outre élaboré de façon stratégique, de sorte que chaque arme puisse occasionner le maximum de dégâts et puisse couvrir de plus grandes étendues de terrain. Avec une telle ligne défensive, l'armée suisse pouvait se défendre de manière efficace contre toute agression extérieure, tout en étant solidement retranchée, de quoi décourager les armées, même les plus hardies et les plus dures à cuire. Dites-vous que si la très efficace machine de guerre allemande n'a pas pu franchir cette ligne à l'époque, c'est bien pour une raison. Cependant, ce réduit inexpugnable n'est pas le seul obstacle auquel vous devriez faire face, si jamais l'idée d'envahir la Suisse vous venait à l'esprit. Car la Suisse s'est aussi dotée d'un système défensif bigrement plus dissuasif et, disons-le sans jeu de mots, pour le moins, explosif. La Suisse a en effet disséminé d'immenses quantités d'explosifs dans des endroits stratégiques, le long de ses frontières et sur ses principales voies de transport. On compte ainsi quelques 2000 structures distinctes, telles que des ponts ou des tunnels ferroviaires, qui sont équipés de charges hautement explosives. Ce dispositif mortel est censé ralentir très sensiblement l'avancée des envahisseurs, donnant ainsi le temps à l'armée suisse de réorganiser la défense du territoire national. Le comble dans tout ça, c'est que ce dispositif défensif était connu de tous. En effet, et par mesure de dissuasion, la Suisse n'a pas gardé le secret sur ses sabotages programmés de ses propres infrastructures. Ainsi, tout agresseur potentiel connaissait l'existence de ces charges explosives et savait donc qu'il était inutile de s'engager sur tel pont ou tel tunnel, au risque de les voir entièrement détruits à coups de TNT. Grâce à un tel dispositif, la Suisse est ainsi assurée de pouvoir garder le total contrôle sur son territoire national, simplement par la force de la dissuasion. Il est certes vrai que le pays alpin a démantelé quelques-unes de ses charges dans le cadre de la modernisation de son système défensif, mais il reste encore énormément de charges hautement explosives, éparpillées un petit peu partout sur le territoire suisse et qui sont toujours armées et prêtes à exploser. Ainsi, et comme on a pu le constater jusqu'à présent, la Confédération suisse est très bien protégée contre toute attaque ou invasion dans le cas d'une guerre conventionnelle. Mais qu'en est-il de l'arme atomique? La Suisse possède-t-elle la capacité de se défendre si jamais elle était la cible d'une attaque à l'arme nucléaire? Imaginez en effet qu'un pays se décide à envoyer son arsenal nucléaire pour raser le pays alpin de la carte. Ceci est bien évidemment un scénario plus qu'improbable, et qui relèverait plus d'un film de science-fiction ou d'un jeu vidéo. Mais disons pour l'histoire que cela s'est bel et bien produit, et que la Suisse a subi un bombardement atomique en bonne et due forme. N'importe quel pays aurait été dévasté à 100%, son infrastructure vitale ayant été complètement détruite, et sa population civile aurait subi une véritable hécatombe. Mais pas la Suisse. Non. Car le pays alpin a pris certaines dispositions quasiment uniques au monde, qui le rendent pratiquement invulnérable face à toutes les armes de destruction massive. En fait, la majeure partie des habitants suisses pourront survivre à cet holocauste nucléaire, et la raison tient en deux mots, les bunkers. La Confédération suisse possède en effet quelques 320 000 abris anti-atomiques repartis sur l'ensemble de son territoire et qui couvrent plus de 100% de sa population. Il y a même une loi en Suisse qui stipule que chaque habitation doit être munie d'un bunker aux normes avec une porte blindée, un système de ventilation et des murs en béton armés d'une certaine épaisseur. C'est d'ailleurs en Suisse que l'on retrouve le plus grand bunker de la planète, situé dans la ville de Lucerne et pouvant accueillir un peu plus de 20 000 personnes. On y trouve également des hôpitaux équipés et des centres de commandement, d'où le gouvernement peut poursuivre ses activités tout en étant bien à l'abri. En Suisse, même les tunnels autoroutiers peuvent servir d'abri anti-atomique, tels les 2 tunnels autoroutiers du Sonnenberg. Ainsi, même les automobilistes qui auraient été pris au dépourvu sur la route peuvent se réfugier à temps en cas d'attaque éclair. Tous les citoyens suisses ont donc la possibilité de s'abriter d'un bombardement atomique et peuvent ainsi survivre à l'explosion initiale ainsi qu'aux retombées radioactives. Chaque famille suisse est ainsi encouragée par l'État à stocker chez elle au moins 2 mois de nourriture et d'eau potable. Grâce à ces réserves alimentaires,
ils pourront rester confinés et survivre assez longtemps pour que le niveau de radioactivité de l'air ne soit plus létal et qu'ils puissent enfin sortir dehors. Ne vous attendez donc pas à pouvoir écraser la vaillante armée suisse à coups de missiles nucléaires, parce que ça ne leur fera strictement rien, à part de les mettre super en colère contre vous. Ils ne vous pardonneront jamais d'avoir vitrifié leurs si charmants villages alpins, et croyez-moi, leur vengeance sera terrible. N'oubliez pas que les soldats suisses sont les dignes héritiers des valeureux mercenaires suisses d'antan, que les rois européens et même les papes s'arrangeaient pour en faire leur garde personnelle. L'armée suisse est d'ailleurs par définition une armée de milices, bien qu'elle reste constamment appuyée par des militaires professionnels. Car en principe, tous les hommes de nationalité suisse déclarés aptes au service et âgés de 18 à 35 ans doivent obligatoirement servir dans l'armée. La durée du service pour les soldats oscille entre 300 à 260 jours, une période durant laquelle ils apprendront le maniement des armes et les tactiques militaires de base, ainsi que des techniques de combat et de sabotage. Après cette formation complète, les jeunes soldats suisses deviennent de véritables machines à tuer, capables de mener une guerre de très haute intensité, et ce même dans les conditions et les terrains les plus hostiles. Mais le plus insolite dans l'affaire, c'est qu'après avoir terminé leur service militaire obligatoire, ces jeunes soldats sont encouragés par l'État à garder leurs armes et leurs équipements à la maison. Les soldats suisses, qui utilisent principalement le fusil d'assaut FAS 90, peuvent ainsi garder cette arme de guerre surpuissante chez eux, avec la même désinvolture que s'il s'agissait d'un peigne à cheveux ou d'un détecteur de métaux. Ainsi, en cas de mobilisation immédiate, chaque soldat pourra être prêt au combat en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, avec son fusil chargé et prêt à faire feu. La Suisse a d'ailleurs mis en place un tout nouveau programme de développement de l'armée, intitulé DEVA, et qui concerne un plan de mobilisation générale dans un délai extrêmement court. Le pays peut ainsi mettre sur pied une armée de 35 000 soldats en moins de 10 jours, ce qui est un exploit qu'aucun pays européen ni même otanien ne pourrait réaliser. Réglés comme une horloge suisse et plus polyvalents encore qu'un couteau suisse, ces soldats montagnards d'élite ne rigolent certainement pas. Et c'est bien pour cette raison que nulle armée au monde ne serait assez folle pour aller leur déclarer la guerre. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la neutralité suisse, et surtout de l'incroyable capacité de résilience et de défense nationale de ce tout petit pays alpin. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.